bon après-midi, bienvenue à tous et à toutes à cette petite rencontre qu'on a ici tout l'après-midi au Bloom, qui font partie du FIT Marseille. Cet après-midi, on a le plaisir de recevoir Mariano Ginás, un des plus grands cinéastes d'Amérique du Sud ou du monde, probablement. C'est Amérique du Sud, oui, j'accepte, mais du monde, le monde c'est plus grand. Alors on le laisse à l'Amérique du Sud. Tu es ici au FIT, tu fais partie du jury de la compétition internationale. Oui. Et tu présentes un film qui a une espèce de première mondiale, même si c'est pas un film assez récent. C'est un film qui a été fait il y a déjà 2 ans. C'est vrai. C'est une première extra hors du Rio de la Plata. C'est une première quasi mondiale, oui. Quasi mondiale. Mais on peut considérer comme ça. Si on devient eurocentriste, c'est la première mondiale, oui. Et il faut être un peu eurocentriste dans ces cas, oui. Ouais, il le faut. C'est un film. Bon, moi, je pensais en réfléchissant un peu à propos de tes films, en voyant ce film dernier, je pensais qu'il y a seulement, peut-être c'est une chose un peu exagérée, c'est ce que je veux dire, mais je crois qu'il y a seulement 2 personnes, ou ce ne sont pas 2 personnes, mais 2 entités au cinéma maintenant qui font des sagas, des collections comme ça, que c'est toi. Et c'est Marvel. Oui. Marvel. C'est nous. C'est vous 2. Et oui, absolument d'accord. Oui. Et parce qu'il y a toujours dans tes films, dans le plus récent, cette idée de continuité de cette histoire. Et même on a pris une idée que je considère superbe, je ne sais pas comment dire en français, mais la post-crédit. C'est vrai. Comme on dit, post-générique. Post-générique. Ouais. Post-générique. Donc je crois que c'est l'idée plus nouvelle, la plus d'avant-garde que le cinéma de Hollywood a dans le présent siècle. L'idée d'avoir une scène après le générique qui remet tout, qui donne un sens complètement différent pour toute l'histoire précédente, c'est une idée géniale. Alors on a pris ça. Et pourquoi cet intérêt pour les sagas, les histoires qui continuent? Il y a beaucoup de choses, parce que celle-là, cette film dont on est en train de parler, cette film particulier, ça fait partie d'une saga qu'on crée. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas que dans les sagas, on fait cette chose propre des sagas. On fait ça entre le film du Pampero, entre les films qui sont pas, qui fait pas partie de la même saga. C'est quelque chose comme si on pouvait, comme si les films, même s'ils sont différents, s'ils parlent de choses assez différentes, si on pouvait le mettre en dialogue, comme si, c'était notre propre industrie. Je suis ma propre industrie. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça dans le sous-titre, ou le titre de la conversation. La question n'a pas répondu. Je ne sais pas si je la peux répondre, mais je crois que quand il y a une bonne idée à l'industrie, et cette chose de l'univers est épandu, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est une bonne idée. Ils sont, une idée intéressante pour nous. Alors, si l'industrie tout le temps vole, cambriole l'idée des indépendants, pourquoi pas les indépendants de tirer des idées d'eux? C'est un échange complètement juste, je crois. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu du film que tu présentes ici dans Première Mondiale, dont on n'a pas dit le titre, c'est le titre, c'est Popular Tradition. Est-ce qu'il y a un titre français? Ça serait Populaire Tradition du pays. Ouais. Quelque chose comme ça, oui. Non, la question c'était que si tu peux présenter un peu le film, parce que c'est un film qui commence d'une façon et qui
Bon, Quelqu'un m'a dit, quelqu'un vient de me dire, un garçon de Turquie, de la Turquie, qui m'a dit qu'il a pleuré 2 fois dans le film. Alors c'est un film assez émouvant pour faire pleurer 2 fois en même temps un jeune garçon de la Turquie. Je crois que c'est la présentation la plus marketinesque que je peux imaginer, n'est-ce pas? Ouais, si vous êtes un jeune garçon de la Turquie, venez et vous serez... Vous allez pleurer. Absolument, vous allez pleurer 2 fois. Oui. Non, mais la chose la plus importante, c'est que c'est la deuxième partie d'une suite de films. On peut l'appeler saga ou pas, mais on a commencé à faire des films autour de la figure d'un chanteur, on peut dire de tango, mais si vous avez vu le film, vous avez remarqué que le mot tango est en dispute. Alors, on a commencé à faire ça parce qu'on avait commencé à faire des choses autour de la figure de Corsini. On s'est retrouvés des amis qui se connaissaient depuis longtemps, mais un d'eux, le chanteur Pablo Dacal, il a commencé à être charmé par la figure de Corsini. Et alors il est venu et nous a dit, il faut faire quelque chose avec Corsini. Et comme ça, on a commencé à faire des présentations, il chantait, on parlait, on faisait cette sorte de séances presque radiophoniques, et tout ça. Et à la fin, elle m'a dit, je veux enregistrer des chansons de Corsini. Est-ce que tu peux me donner la maison de ton père? Parce que j'avais la maison de mon père qui était vide. Et je dis oui, mais tu peux enregistrer les chansons, mais je vais enregistrer ton enregistrement et on va faire un film. On a fait ce film, et puisqu'on a vu toute cette séance de musique, on a commencé à penser, dans ce film, on peut parler de choses qui nous intéressent, hors des chansons. Alors on a commencé à parler du 19e siècle à l'Argentine, de ce sujet dont les chansons parlaient, du dictateur Rosas, que c'était... Alors on a trouvé que Corsini, c'était la clé pour parler de choses qui étaient, qui étaient le chemin pour aller à des choses historiques. Par exemple, que le cinéma, au moins le cinéma que j'avais fait, avait des problèmes pour arriver. Vous comprenez? Alors on a trouvé, si on fait des films sur ces chanteurs qu'on aime, on peut arriver à mettre dans le film des autres choses qu'on aime aussi et qui ne sont pas tellement faciles de mettre dans un film. Par exemple, si vous avez vu le film, il y a beaucoup de choses de la tradition argentine, de certains arbres, de certains livres, de certaines choses. C'est pas tellement facile de le mettre dans un film. Alors on a essayé et voilà. C'est comme si c'était la clé pour comment vous dites, un coffre. Où on peut mettre des choses, mais le coffre, c'est pas à être fermé, mais tout le temps ouvert, comme un film. Un film coffre ouvert. C'est une belle définition. Et c'est comme ça que vous avez trouvé cette façon de construire le film qui se montre lui-même. Oui. Oui, je commençais à faire chaque fois un peu plus loin cette idée de montrer le procès du cinéma. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, évidemment. Mais je ne peux pas faire de film encore sans montrer ces choses. Et pourquoi? Parce que je fais des films d'aventure. Si je devrais mettre mes films dans un genre, ça serait le film d'aventure, le film de... Oui. Et si on fait un film d'aventure, l'aventure la plus grande, quand on fait un film d'aventure, c'est l'aventure de faire le film. On ne peut pas invisibiliser, comme on dit maintenant, cette aventure. La chose la plus émouvante de faire un film comme ça, c'est qu'il y a des gens en train de faire ce film.
j'ai toujours pensé, par exemple, que quand je vois le film de John Ford, évidemment, ils sont magnifiques, mais il y a une autre chose, à part de film lui-même, que c'est l'idée d'imaginer John Ford là, au moment du tournage, en donnant les indications et tout ça. Alors, quand je vois un film de John Ford, j'imagine John Ford là. Et ça me rend le film meilleur. Alors, voilà, évidemment, je ne suis pas John Ford, mais je crois que comme je ne suis pas John Ford, il faut me mettre là. Parce que je m'aimerais si John Ford était là, si le film de John Ford... comment ça dit, c'est... avec John Ford dedans, n'est-ce pas? Par exemple, si on veut un film d'Hitchcock, si dans le film d'Hitchcock, il y avait un moment, un instant où on voyait Bernard Herrmann enregistrant la musique, ça serait superbe ou pas? Ça serait mieux. Alors, c'est pour ça que comme je peux pas faire de film tellement bon comme celle de Hitchcock et de John Ford, je fais ça. Je ne sais pas si ça marche ou pas, mais c'est ma façon de rapprocher. Moi, je crois qu'en fait, tu arrivais à trouver une manière assez particulière, assez propre de toi, de Collectif El Pampero. Oui, il ne faut pas fatiguer au public, parce que si on continue à faire ça tout le temps, il faut avoir soin de ne pas fatiguer. Avec tout le temps, on met l'éditeur. Dans mon dernier film, par exemple, qu'il s'agit d'un grand écrivain argentin qui s'appelle Borges ici, et l'éditeur, il est amoureux. Alors les personnages commencent à avoir une vie hors de leur travail. Oui. Il est amoureux. Malheureusement, ça n'est pas vraiment correspondu, comme ça dit. C'est pas un amour pas correspondu. Correspondu, oui. Mais peut-être il sera correspondu un jour. Ça, c'est un film qu'on n'a pas vu. J'espère qu'on l'aura ici quelques fois. Mais c'est comme ça. C'est intéressant que tu parles de Hitchcock parce que ce matin, en venant ici au FIT, je pensais justement à Hitchcock en relation à tes films. Vraiment? C'est très gentil. Ouais. Non, mais pas parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils sont complètement différents, mais moi, j'ai un peu la même sensation en voyant le film de Hitchcock qui prenait de romans populaires, de la culture pop, un peu trash, un peu comme ça, secondaire. Et il faisait des choses qui étaient en même temps populaires et qui étaient une autre chose. Et je crois qu'il y a quelque chose pareil. Moi, en voyant il avait envie d'amuser. Ouais, c'est ça. Il avait envie d'amuser, moi aussi, absolument. J'ai surtout envie d'amuser. Mais évidemment, le prix pour accomplir cette volonté d'amuser, ce n'est pas de faire des choses méchantes, bêtes, mais l'envie principale, c'est d'amuser quelqu'un, oui, évidemment. Et je crois que le prix pour amuser peut être un prix tellement cher si on regarde la matière du film, que c'est une mensonge, celle qui dit qu'amuser, c'est une façon de rater le film. Non, je crois qu'il faut trouver les manières d'amuser à toutes et à tous sans faire une merde. Ben, je ne sais pas si j'ai réussi à ne pas faire une merde et à amuser, mais c'est l'envie. On parle d'envie ici. Mais si, on le voit dans tes films. Ah ouais, merci. Et si, en fait, je notais, tu as dit que tu trouves que ce sont des films d'aventure. Pour moi, au moins, ce dernier, pas le dernier, le film que tu présentes ici, il ressemble plus à un polar. Une espèce de on prend de tout. Mais l'aventure, c'est parce qu'on sait vraiment
où est-ce qu'on va arriver. Je crois que c'est pour ça que je les appelle les films d'aventure. Ce sont films de voyage. Alors, on part, mais sans savoir vraiment où est-ce qu'on va arriver, et on trouve des coins, des détours tout le temps, et c'est pour ça que je le considère. Mais évidemment, on prend des trucs du polar, on prend des trucs je sais pas, des histoires fantastiques aussi, du genre fantastique du Rio de la Plata, dont je me considère en héritier aussi, de Hugo Santiago, qui a été mon maître, un peu plus loin de Borges lui-même. Alors oui, j'accepte cet héritage du fantastique. Je crois que son film fantastique aussi, même si, parce qu'il y a une particularité du fantastique de Rio de la Plata. Peut-être personne ne connaît, on est trop... comme se dit, informé de cette particularité. Mais quelqu'un qui a lu Borges, par exemple, il connaît une façon de faire, de traiter les fantastiques qui est particulière. Alors, je me considère, j'essaye de poursuivre ce schéma, et je crois que son film fantastique aussi. Alors, on fait ce qu'on peut avec tous ces héritages qui sont dans l'air, qui voltigent dans l'air, comme disait Mallarmé. Et parce qu'en voyant deux films, on se demande jusqu'à quel point c'est tous ces deux tours que tu parles, parce que le film commence dans une direction, soudain tu trouves un truc et tu pars de ça, et on a l'impression que le film va aller dans cette direction et il change encore. Oui. Tout ça, c'est déjà prévu ou vraiment tu le trouves dans le tournage? Oui, non, ce n'est... ça dépend de ce que tu veux dire quand tu dis déjà. D'accord. Il y a un instant, quand on commence à penser... il y a quelque chose d'important à dire sur ces films, qui sont déjà beaucoup. Après La Flore, je fais environ 7 films. 8 si on met Borges. Alors, il y a quelque chose à dire, qu'est-ce qu'on le tourne. Ils sont tournés, ils sont filmés d'abord, sans penser rien. On commence par la filmation, on commence par le tournage, on commence à tourner des choses, sans savoir presque rien d'eux. Alors je pense au moment où je suis en train de voir, il n'y a pas ce qu'on appelle le scénario. Le scénario vient après. Alors, quand tu dis déjà, c'est déjà est postérieur à la filmation. Oui, c'est postérieur à la filmation. Alors, il y a un instant où je trouve que, par exemple, cette image peut m'emporter à quelques détours. Et dans ces détours, j'imagine qu'il y a quelque chose que j'ai toujours eu l'intention de mettre dans un film. Et là, je suis heureux parce que je peux mettre ça. Par exemple, le poète d'une seule ligne que vous avez vu, ouais. Quand j'ai vu qu'on était près de Pehuajó, que cette ville des rues de poètes, ouais. J'ai dit, mais c'est là que j'ai compris ça. Alors, on a fait... on peut faire l'idée de mettre un poète. Voilà. C'est au moment de faire le film. On pense les films. Vous savez, j'ai la tradition surréaliste parce que mon père était surréaliste lui-même. Et il y a une célèbre phrase de Tristan Tzara qui dit le pensier s'est fait dans la bouche. Dans ces cas, le pensier se fait dans la caméra. D'abord que dans ma tête, ou de la tête de ceux qui sont dans le film, en faisant le film. C'est la caméra qui prend les décisions. Tout le temps, c'est la caméra qui prend les décisions. Mais dans ces cas, elle prend des décisions que personne ne comprend, qu'on comprend après. C'est très intéressant cette liaison avec le surréalisme, oui. Parce que j'avais jamais pensé à tes films du côté du surréalisme, mais je crois que ça, je sais pas si tu peux développer un peu plus cette idée, parce que je trouve que ça
je sais pas comment dire, une nouvelle lumière pour penser Oui, parce que il y a quelque chose d'important, que c'est le surréalisme, c'est le mot le pire utilisé, je crois que du dictionnaire. Le surréalisme est tout le temps utilisé pour nommer des choses, n'importe quoi. Non, non, c'est pire que n'importe quoi, des choses affreuses. Le mauvais art est souvent appelé surréalisme. Par exemple, le symbolisme, les métaphores bon marché, tout ça est tout le temps appelé aux des choses faites qui sont n'importe quoi, vraiment. On te dit, surréalisme. Non, 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 le surréalisme est extrêmement strict. Il fallait de trouver quelque chose de beau dans... Personne ne l'avait vu d'abord, alors était extrêmement rigoureuse. Alors, cette rigueur a une règle directrice, et c'est l'automatisme. Alors, on ne pense pas d'abord. On pense pas d'abord, et on ne pense pas après, on n'analyse pas contre l'interprétation. Enfin, alors, c'est ça. Il ne faut pas trop penser d'abord, avant que faire les choses. Les choses sont faites, on fait en suivant une sorte de génie d'Aladin qui nous emporte. Et si cet génie, c'est un génie méchant, on a raté, on ne peut faire rien. Alors c'est une sorte de romanticisme. Et le romanticisme au cinéma, c'est difficile. C'est difficile à manager. Je ne sais pas si j'ai t'ai donné la lumière que tu attendais. Ouais, je crois que je dois... C'est l'automatisme. C'est faire, le penser se fait dans la... Il y a là-bas, au Arteplex, non, comme ça s'appelle, la variété, il y a un livre de Jean Epstein qui s'appelle L'intelligence d'une machine. Bon, c'est une définition du cinéma surréaliste. Je ne sais pas si c'est l'envie qu'il avait quand il a mis ces titres, mais c'est on travaille avec l'intelligence d'une machine. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est une intelligence naturelle, mais emportée par une machine. Ça, c'est le paradoxe. Quelqu'un peut avoir l'intelligence artificielle, mais la chose la plus difficile, c'est de retrouver une intelligence naturelle, même si c'est une machine qui a cette intelligence naturelle. L'artificiel, on peut dire, toute intelligence est artificielle, n'est-ce pas? Tu as essayé de travailler avec l'intelligence artificielle? Parce que j'imagine que j'imagine Tristan Tzara vivant aujourd'hui et qui pourrait essayer avec des trucs avec les... Je sais pas, non, j'ai jamais essayé. Mais je doute que l'intelligence artificielle soit capable de trouver la beauté. Parce que c'est dirigé, c'est fait pour rater la beauté, je crois. Par contre, la caméra, c'est faite pour faire des autres choses et elle a trouvé la beauté d'une façon presque casuale, je ne sais pas comment on dit, presque hasardeuse. Par hasard. Oui. Par hasard. Alors, je crois que c'est l'envie de faire, de fabriquer une dite intelligence. Je ne sais pas si on peut créer l'intelligence. L'intelligence, c'est elle qui nous crée à nous, non? Pardon, je suis... on devient un peu godardesque. Ouais, on risque ça. Ouais, on risque. Et il y a seulement la dernière chose que j'avais notée pour parler un petit peu cet après-midi à propos du film, et on a mentionné brièvement avant de commencer la conversation ici, c'est cette apparition qui fait la politique dans le film. Oui. Et parce que c'est assez... Je ne sais pas comment le dire, c'est un moment assez impressionnant d'abord. Et après, tu le reprends un peu comme une blague.
plus ou moins. Si, la comédie. Ouais, de la comédie. C'est quelque chose qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé, la comédie. Parce qu'on a parlé de l'aventure, on a parlé, mais c'est surtout c'est vrai une que comédie. le film, surtout, c'est tout une le temps, comédie. il faut. Et c'est intéressant, parce que vous savez, je suis... ici, comme tu l'as dit, je suis en train d'être juré, alors je suis en train de voir beaucoup de films. Et les comédies sont devenues rares, non? Sont devenues pas tellement fréquentes, non? L'apparition des comédies. Comme si c'était une art pas tellement fréquentée. Et chez nous, al Pampero Cine, le groupe dont on fait partie, on fait des comédies. Et alors, la politique, chez nous, doit être vue comme une comédie. C'est comme ça. Et nous avons, depuis cet point de vue, nous avons un comique pas vraiment doué de la grâce, mais on peut faire des choses avec lui. C'est comme un faux Père Ubu. Vous connaissez Père Ubu, c'est le Père Ubu, mais faux. Il a vraiment la poésie du Père Ubu. Mais si on doit nous approcher à cet individu, il faut, parbleu, s'approcher à lui de la comédie. C'est la seule façon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire sinon? On va devenir sérieux devant le clown? Non. Il faut s'amuser des clowns. Ouais, même s'ils ne s'amusent pas. C'est les clowns qui doivent pleurer, pas nous. Et une dernière chose, je crois que, parce que juste au début, quand on faisait cette comparaison un peu extravagante entre Marvel et le Pampero. Oui. Tu as dit de... Vous savez qu'on a signé un contrat de collaboration, oui. Ouais, ils sont en train d'acheter Pampero. Ils sont payés beaucoup de millions de dollars, oui. Alors vous verrez, il y aura des surprises, oui. Non, la question c'était comment faire pour... c'est plutôt une question de peut-être la moins intéressante de la conversation, mais je crois que c'est intéressant aussi on la savoir, va rendre intéressant. Ouais. Oui. Non, de savoir comment vous faites pour soutenir ce système de travail. C'est la plus importante, c'est la plus intéressante des conversations, oui. Parce que le cinéma, en fait, c'est du temps et des gens qui travaillent. Alors, je dirais qu'on travaille 2 fois ou 3 fois que les autres. Désolé, mais je crois que c'est ça. On travaille, on fait des scénarios pour l'industrie, on travaille 3 fois le travail des autres cinéastes. C'est la vérité. Et on fait des autres choses. On fait, par exemple, on emporte après et on travaille avec moins de gens. Mais la chose la plus importante, on travaille plus. On travaille plus fortement. Désolé, mais c'est la vérité. Non, désolé, non, c'est... Non, quelqu'un peut dire... Non, ce n'est pas à toi ma désolation. Ce n'est pas vers toi ma désolation. Mais je comprends que ça peut être antipathique. Comme une vantardise, comme si il travaille 3 fois. 4 fois, peut-être. C'est vrai. Non, mais je crois que c'est important parce que c'est... Tout le temps, on travaille tout le temps. Maintenant. Ce que je fais maintenant, c'est une façon de travailler. On ne dirait pas, mais c'est la vérité. On travaille tout le temps. On est concentré en faisant des blagues, tout le temps en pensant, je fais ça pour faire de films. Tout le temps. Il n'y a pas de repos. De quoi? De repos. Oh. Alors je crois qu'on peut se reposer maintenant. Parce qu'on avait dit une demi-heure, et c'est d'ailleurs une demi-heure. Oui, on ferme ici. Assez, parce que sinon... Alors, merci beaucoup, Mariano. Merci à toi.
Merci à tous qui ont venu. essayé de voir le film de Spagnard en train de parler français. Ouais, exactement. C'est quelque chose, quixotesque, même quixotesque. Merci à tous et à Merci. toutes. Et on se retrouve demain ici à la même heure avec Albert Serra. Oh.